Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 48 heures après l'avoir annoncé, le président gabonais Ali Bongo a présenté son nouveau gouvernement ce lundi 10 juin. Une équipe plus restreinte constituée de 28 ministres au lieu de 36 auparavant. Nouveau drame au Mali, au moins 95 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans un village d'Ogon du centre du pays. Une nouvelle tragédie dans cette région en proie aux violences qui intervient 2 mois et demi après un massacre de 160 Peuls. Et puis l'Ouganda face aux catastrophes climatiques de plus en plus meurtrières depuis le début du mois de juin. Au moins 6 personnes ont perdu la vie. De nouvelles pluies torrentielles se sont abattues sur l'Ouganda le 8 juin 2019. Mais tout d'abord, ce lundi 10 juin, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Depuis le lancement début avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale Tripoli, plusieurs arrivages d'armes ont été signalés, ce que déplorent les Nations Unies. Il s'agit de matériel de fabrication turque et jordanienne, entre autres servant aux forces loyales du gouvernement d'union nationale. Remaniement ministériel au Gabon, le président Ali Bongo a présenté ce lundi 10 juin une nouvelle équipe gouvernementale revue à la baisse avec 28 ministres placés sous la houlette de Julien Kogué Bekale qui a été maintenu au poste de Premier ministre. Selon le vœu du président gabonais, cette nouvelle équipe doit marquer la rupture avec un système de gouvernance gangréné par la corruption. Corinne Kamsu. Suivant les exigences du président gabonais Ali Bongo Ondimba, un nouveau gouvernement resserré avec des ministres compétents et intègres a été nommé ce 10 juin. La nouvelle équipe, placée sous le contrôle du premier ministre Julien Kogué Bekale, gagne le pari d'être plus restreinte, 28 ministres contre 36 précédemment. Si vous sillonnez bien les rues de la capitale gabonaise, vous ne trouverez pas les Gabonais qui vous diront que la réduction du nombre des ministres, du nombre des membres du gouvernement est une mauvaise chose. C'est une question essentielle à la réduction des procédures qui sont un frein finalement à une action publique efficace. Après l'affaire de la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo, plusieurs personnalités dont le vice-président du pays ont été limogées. Pour le président Ali Bongo, il faut absolument lutter contre la corruption par une gouvernance qui réponde aux besoins de tous les Gabonais. Ce remaniement voit ainsi la création du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La première action, c'est d'abord de réduire les procédures qui permettent de rendre opaque l'action publique et qui permettent donc des possibilités de corruption. Entre-temps, on a bien vu qu'il y a eu des ministères qui ont été mis ensemble. Ça veut dire qu'il y aura moins de signatures, donc il y aura un contrôle beaucoup plus efficace. Confronté à une crise économique persistante, le Gabon est en quête d'une bonne formule pour relancer sa croissance économique. Ce nouveau remaniement, le 4e changement intervenu depuis le début de l'année 2019, vient appuyer de nombreuses autres réformes déjà en cours pour rationaliser les dépenses de l'État et optimiser le service public. 2 mois et demi après le massacre d'Ogosagou, le centre du Mali est encore le théâtre d'un nouveau drame. Le hameau de Sobankou a été la cible d'une attaque dans la nuit du 9 au 10 juin 2019. Selon les élus locaux, on décompte plus de 100 morts. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au centre du Mali, la série des attaques continue son décombre macabre. 2 mois et demi après Ogosagou, c'est le village de Sobankou, situé dans la commune rurale de Sanga, dans le cercle de Bandiagara, qui vient d'être endeuillé par des individus armés non identifiés. On dénombre plus d'une centaine de morts selon des élus locaux. Ce massacre-là intervient dans un contexte sécuritaire très délétère dans la région de Mopti. Donc le 1er janvier c'était Kolongo, le 23 mars c'était Ogosagou et aujourd'hui c'est à Sobankou. On peut pointer du doigt l'absence de l'État. Dans ces villages, les assaillants étaient nombreux, plusieurs dizaines, certains à pied, d'autres à moto. Un drame qui survient quelques jours après le rapport de la MINUSMA sur l'attaque de Koulogon. Les condamnations sont unanimes et sans réserve. Les groupes armés terroristes sont pointés du doigt. On dénombre aujourd'hui une douzaine de milices créées par toutes les ethnies. Il faut que l'État soit ferme avec toutes les milices de toutes les communautés confondues. Et ce qu'on dit, il faut que la justice fasse son travail. Dans un communiqué, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, condamne ces attaques et invite les Maliens à ne pas tomber dans l'amalgame. Un déplacement du président est prévu dans les tout prochains jours. De nombreux autres habitants du village, qui abritent environ 300 personnes, sont toujours portés disparus.
Et ce mardi, le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu dans le village, souhaitant présenter ses condoléances et apporter son réconfort aux populations. Son objectif est également de veiller à ce que le dispositif de sécurité ait été renforcé sur place. En République démocratique du Congo, près de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour y remédier, le président Félix Tshisekedi a annoncé la construction de 5 barrages sur le fleuve Congo. Le projet dénommé Grand Inga, d'une puissance équivalente à 24 centrales nucléaires, pourrait satisfaire 40% des besoins énergétiques du continent africain et alimenter tout le pays. Les précisions de Nelly Bessa. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi envisage porter la production électrique du pays à 40 000 MW. Pour ce faire, il a annoncé la construction de 5 barrages sur les affluents du fleuve Congo, dont l'électricité produite pourrait satisfaire une grande partie des besoins de l'Afrique de l'Est et australe. Le projet, dont les travaux de construction sont estimés à 80 milliards de dollars, sera construit dans l'ouest du pays, à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo et à 225 km au sud-ouest de Kinshasa. Si ce barrage est opérationnel, cela peut assurer l'autosuffisance énergétique de la RDC et permettre à long terme de booster la croissance économique dans le secteur minier. Cela va permettre également de booster les activités, notamment le secteur informel. Tous ces aspects qui constituent notamment des éléments importants de la structure du PIB de la RDC pourront également revoir un bond substantiel avec l'accès à l'énergie. Le projet, qui représente l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires, pourrait faire de la République démocratique du Congo un fournisseur d'électricité sur le continent. Le surplus d'énergie contribuera donc à régler certains problèmes de voisinage, comme celui que rencontrent actuellement l'Égypte et l'Éthiopie à propos du barrage de la Renaissance. Pour l'heure, le projet se heurte au manque de financement et à l'instabilité chronique observée dans certaines régions du pays. Je pense que le projet reste réalisable et le projet peut mobiliser les bailleurs du fonds. Donc, un tel financement structurel déjà prévu depuis quasiment 2 décennies. Même s'il paraît ambitieux, la construction des barrages sur le fleuve Congo peut entraîner une perte de biodiversité ainsi que des impacts environnementaux et sociaux significatifs selon des scientifiques. Soulignons que ce projet est considéré comme l'un des 10 projets exemplaires de transformation pour l'Afrique selon le G20 et les banques de développement. De nouvelles pluies torrentielles se sont abattues sur l'Ouganda le 8 juin 2019, provoquant de nouveaux dégâts tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Depuis le début du mois de juin, au moins 6 personnes ont perdu la vie à cause des catastrophes climatiques. Les régions environnant la capitale Kampala peinent à s'en remettre alors que de fortes pluies menacent encore de tomber. Gladys Mwamba. En plus du réchauffement climatique et de la déforestation, l'Ouganda doit désormais faire face au glissement de terrain dû à des semaines de pluies torrentielles et aux fortes inondations, des catastrophes climatiques de plus en plus meurtrières avec d'impressionnants dégâts matériels, conséquence de l'importante quantité d'eau qui ne cesse de s'écouler dans les environs de la capitale Kampala. Nous avons eu des problèmes d'inondation, mais en réalité, il n'y a eu aucune solution ici. Il n'y a rien. Rien n'a été fait pour nous aider. Les sinistrés ont du mal à se relever, les habitations et les entreprises sont dévastées, les récoltes balayées, les commerces sont quasiment à l'arrêt, la désolation s'installe et bien peu de solutions ont été instaurées par les autorités, notamment dans la vallée de Kamé, située à environ 25 km de Kampala, l'une des zones les plus sinistrées. Le maire est venu ici chercher des votes. Il est venu ici et nous a promis qu'il allait nous sauver de tout ça. Et même pire, hier, le maire est passé par ici, mais il est juste passé furtivement quand un véhicule de la patrouille de secours était là. Il ne s'est même jamais arrêté pour voir ce qui se passait réellement ici. Depuis le début de ce mois de juin 2019, au moins 6 personnes ont perdu la vie et une cinquantaine ont disparu suite au glissement de terrain, alors que le pays peine à se relever du passage du cyclone Idai qui a frappé la région australe début mars 2019. De fortes pluies torrentielles sont de nouveau annoncées. Et dans l'actualité sportive, Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain de l'Égypte, a dévoilé ce mardi 11 juin sa liste des 23 pharaons qui disputeront la CAN 2019 à domicile. En tête de liste, Mohamed Salah, récemment vainqueur de la prestigieuse Ligue des Champions avec son club Liverpool. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.